Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer un des outils les plus puissants du développement agile, les User Stories. Vous allez voir, c'est vraiment ce qui fait le pont entre une idée un peu floue et une fonctionnalité concrète que les utilisateurs vont vraiment adorer. Alors voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi une story n'a rien à voir avec une spécification technique à l'ancienne. Ensuite, on va disséquer ce qui fait une bonne story, comment on s'assure qu'elle est bien comprise et comment on choisit par laquelle commencer. Et on terminera avec quelques astuces pour que ça marche à tous les coups. Allez, on commence. Le plus important à saisir, c'est que c'est un vrai changement de mentalité. La meilleure façon de le comprendre, c'est de mettre face à face la user story et son ancêtre, la spécification technique. Là, l'image part d'elle-même. D'un côté, on a le document technique de 50 pages, super rigide, qui impose le comment on doit construire quelque chose. De l'autre, la user story. C'est tout l'inverse. C'est court, c'est une conversation, et surtout, ça se concentre sur le pourquoi. Pourquoi on fait ça, pour qui, quel est le problème qu'on résout. On passe d'un ordre à un dialogue. Bon, maintenant qu'on a saisi l'esprit, voyons concrètement comment ça se construit. On va décortiquer la structure, le squelette qui rend une user story vraiment efficace. Mais juste avant de vous donner le modèle classique, gardez bien cette phrase en tête, le but, ce n'est pas de suivre une recette à la lettre. Le but, c'est que l'équipe se comprenne. La clarté et la collaboration, c'est ça qui compte avant tout. Voici donc la formule magique, la plus connue, en tant que, je veux, afin de. Elle est géniale parce qu'elle nous oblige à répondre à 3 questions vitales. Pour qui est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que cette personne veut faire? Et quel est le bénéfice final pour elle? Avec ça, impossible de développer une fonctionnalité qui ne sert à personne. Et cette image illustre parfaitement le risque. Si on ne respecte pas cette structure simple, on se retrouve vite avec un bazar pas possible. Le format, ce n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Elle nous assure qu'on va tous dans la même direction. Alors, comment on sait si une story est de bonne qualité? Pour ça, il y a un outil génial, l'acronyme INVST. C'est une checklist super pratique. Est-ce que la story est indépendante? Négociable? Est-ce qu'elle apporte de la valeur? Est-ce qu'elle est estimable par l'équipe? Assez petite, small pour être faite en itération? Et enfin, testable? Si elle coche toutes ces cases, on est sur la bonne voie. Attention, il y a des pièges classiques. Le pire, c'est le manque de précision. Une story du genre « je veux que le site soit facile à utiliser », ça ne veut rien dire, c'est inexploitable. Facile, comment, pour qui? Sans détails concrets, l'équipe de développement ne peut rien faire. Ok, notre story est bien écrite, super. Mais la grande question, c'est à quel moment on peut dire qu'elle est terminée? C'est là que les tests d'acceptation entrent en jeu, et ils sont absolument cruciaux. Une super méthode pour ça, c'est l'atelier des 3 amigos. L'idée est simple. On met dans la même pièce le product owner, un développeur et un testeur. Ensemble, ils discutent de la story et définissent les critères de succès. Ça garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant même d'écrire une seule ligne de code. Et pour écrire ces critères, ce format est incroyablement efficace. C'est la structure étant donné quand, alors. Étant donné un certain contexte, quand l'utilisateur fait une action précise, alors il doit se passer tel résultat attendu. C'est limpide, ça ne laisse aucune place à l'interprétation. Bon, on a un backlog qui déborde de super stories, bien écrites, bien définies. C'est génial. Mais par où on commence? C'est le moment de parler de priorisation. C'est la question à 1 million, celle que toutes les équipes se posent. Pour ne pas se noyer, il faut un cadre, une méthode simple pour prendre des décisions claires et avancées. Et pour ça, la méthode Mosco est parfaite. On trie nos stories dans 4 boîtes. Les must-have, c'est simple. Si on ne les a pas, le produit ne sort pas. C'est le cœur du réacteur. Les should-have, c'est très important, mais si on manque de temps, le produit peut vivre sans. Les could-have, c'est la cerise sur le gâteau, les trucs sympas à voir. Et enfin, les want-have, tout ce qu'on décide activement de ne pas faire pour cette version. C'est aussi important que le reste. On arrive à la fin. Pour conclure, résumons les quelques pratiques qui font vraiment toute la différence entre une user story correcte et une user story qui va propulser votre projet. S'il y a une chose, une seule, à retenir de tout ça, c'est la suivante. Une user story, ce n'est pas de la documentation qu'on écrit et qu'on oublie. C'est le début d'une conversation. C'est un prétexte pour collaborer et s'assurer qu'on construit la bonne chose ensemble. Je vous laisse avec cette question parce qu'au fond, tout est là. Est-ce qu'on cherche à donner des ordres ou à construire une compréhension partagée? C'est ce qui fait la différence entre construire des fonctionnalités et créer des produits que les gens aiment vraiment.